Depuis février 2022 et l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, les États européens ont dépensé en tout environ 170 milliards d'euros pour se réarmer. Et on parle là seulement des dépenses cumulées pour les acquisitions d'armement et pas des budgets de défense. Alors maintenant, quand on compare ce chiffre à celui des prises de commandes auprès de l'industrie française sur la même période, puisque par exemple la Belgique et la Lituanie ont acheté des canons César, la Grèce a acheté des Rafales supplémentaires et des frégates, mais on reste sur un chiffre total de 5 à 10 milliards d'euros de prises de commandes en comptant les commandes françaises. Et quand on compare ce chiffre à celui des 170 milliards environ, on se rend bien compte qu'il y a un décalage qui pose question sur la situation de l'industrie de défense française dans ce contexte plus général du réarmement européen. Deuxième constat, c'est qu'environ 2/3 des dépenses effectuées par les pays européens pour acheter des armes ont été effectuées auprès d'industries en dehors de l'Union européenne, avec les États-Unis en tête. Et cette fois, ça interroge sur la situation de l'industrie de défense européenne dans son ensemble. Pour comprendre cette situation, il faut déjà repartir des raisons qui motivent ces acquisitions des pays européens, puisque dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a véritablement une nouvelle dynamique de demande qui va s'articuler autour de 3 motifs, principalement, auxquels on pourrait ajouter un 4e. Bon, alors, déjà, on a les contrats qui étaient prévus depuis avant février 2022, mais surtout vont venir s'ajouter des contrats qui visent à reconstituer ou mettre à niveau les stocks militaires, notamment de munitions, puisqu'on a des modèles d'armées de temps de paix, avec donc des stocks relativement bas, et qui ont été encore amoindris par les livraisons à l'Ukraine. Donc voilà, on a cet effort de remise à niveau. Ensuite, on va avoir aussi un effort de montée en puissance des capacités militaires pour construire un potentiel de dissuasion conventionnelle. Et puis enfin, on va avoir un 4e motif qui est cette fois spécifique aux pays d'Europe centrale et orientale et qui est en fait un mouvement de remplacement de leurs capacités militaires, de leur système hérité du bloc soviétique. Parce que c'est des matériels qui étaient encore en usage dans beaucoup de ces pays, qui ont été massivement transférés à l'Ukraine et qui étaient de toute manière en attente de remplacement par des systèmes plus modernes. Et donc globalement, ce réarmement, il est animé d'un sentiment d'urgence, en particulier à l'est de l'Europe, où on a des pays qui ont vu se concrétiser une menace qu'ils avaient clairement identifiée comme telle depuis des années, et qui maintenant véritablement craignent la suite et qui ont donc besoin de livraisons rapides. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une stratégie d'achat qu'on pourrait résumer en gros, et sans trop caricaturer en fait, à acheter où vous pouvez acheter là où les armements sont disponibles. Or, il se trouve que l'industrie de défense européenne, l'industrie française par exemple, n'est pas capable pour l'instant de produire et de livrer dans des délais aussi contraints et dans les quantités requises. Et parce qu'on a encore une fois un modèle d'industrie de temps de paix et qu'on ne construit pas une industrie de temps de guerre du jour au lendemain. Donc, qui fournit ? On a déjà un concurrent entre guillemets historique, les États-Unis, puisque les acquisitions d'armement sont perçues, notamment à l'est de l'Europe, encore une fois, comme indissociables de la continuité de la garantie de sécurité américaine. Donc en fait, c'était presque naturel pour des pays comme la Pologne de chercher à maintenir ce lien dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est un petit peu du donnant-donnant, en fait. C'est vous maintenez une présence militaire sur nos territoires avec des matériels et des personnels et on vous achète des armes. Puis il faut voir aussi que les États-Unis, ils ont presque 2 fois le budget de défense de tous les États européens. Donc ils ont des stocks beaucoup plus importants, ce qui leur permet de répondre à un certain nombre de commandes dites sur étagère. Et donc ils ont engrangé à peu près la moitié des prises de commandes des États européens depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais même aux États-Unis, ça finit quand même par bloquer. Et ça va favoriser l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché européen, notamment la Corée du Sud. En 2022, il y a eu ces contrats au montant astronomique, 12 milliards d'euros dans le cas de la Pologne, dont on se demande aujourd'hui comment elle va faire pour honorer ces contrats. Mais il y a aussi des pays comme l'Estonie, la Finlande et puis aussi la Norvège qui ont passé commande auprès de la Corée du Sud. Alors pourquoi ces pays se sont tournés vers l'industrie coréenne ? Alors il faut faire attention à l'argument selon lequel les équipements coréens seraient beaucoup moins chers que leurs équivalents européens. Les chars coréens, par exemple, sont en fait assez chers.
Par contre, c'est vrai que la Corée du Sud propose des coopérations industrielles plutôt alléchantes à des pays comme la Pologne. En fait, l'argument principal, c'était les délais de livraison imbattables que proposait l'industrie coréenne. Les premiers chars et canons ont été livrés à la Pologne à peu près 4 mois après la signature des contrats. Comment la Corée fait pour livrer aussi vite? Déjà, c'est un pays, industrie comme armée, qui n'a pas un modèle de temps de paix. On a une industrie de défense émergente qui s'est construite pour faire face à la menace nord-coréenne et qui a donc des capacités de production bien supérieures et qui a aussi des stocks militaires assez importants, ce qui a permis à la Corée du Sud de livrer aussi rapidement. Après, il y a aussi eu certaines commandes qui ont été réorientées, qui étaient prévues initialement pour les forces armées coréennes, qui ont été redirigées vers la Pologne. Voilà pour ce qui est des explications sur ces acquisitions d'armement en dehors de l'Union européenne. Alors, pourquoi ça pose problème ? Bon, déjà, ça met en lumière les difficultés de l'industrie européenne à augmenter sa production, à relancer et augmenter sa production. Ensuite, on va avoir un problème qui est en fait moins d'ordre économique, de part de marché à préserver, puisque, encore une fois, 170 milliards d'euros dépensés en tout, c'est un gâteau qui est assez gros à partager. Donc on a plutôt un problème qui est d'ordre politique, de construction de l'Europe de la défense, puisque ces contrats d'armement font partie de la coopération de défense dont on a besoin au niveau européen, puisqu'ils peuvent déboucher, par exemple, sur le plan opérationnel, sur des exercices conjoints. Ils peuvent aussi poser les bases de coopération plus ambitieuses dans le domaine industriel. Alors, si on reprend le cas de la France, par exemple, on se rend compte qu'il y a une assez faible pénétration des exportations françaises à l'est de l'Europe, y compris dans des pays où les militaires français sont déployés, comme l'Estonie ou la Roumanie. Et là, ça interroge vraiment sur l'influence française au sein même de l'Union européenne et sur la perception de la France comme un partenaire de défense. Et puis, pour finir, troisième point, on a un risque d'accroissement de dépendance des pays européens à des fournisseurs tiers pour répondre à un besoin à court terme, mais qui finalement se fait au détriment de la construction d'une base industrielle de défense européenne.